Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique, bienvenue dans ce premier club de la presse millésime 2017. 4 de mes confrères de la presse régionale ont une nouvelle fois accepté notre invitation pour analyser et commenter l'actualité politique en Poitou-Charentes, une actualité riche, même si diffusion dominicale oblige, eh bien le CSA nous interdit de parler des primaires du Parti socialiste et de ses alliés. Nous parlerons donc des primaires à droite, de la situation compliqué des fillonistes suite au Penelope Gate, de la Nouvelle-Aquitaine un an après son installation, de la visite présidentielle de François Hollande à Poitiers cette semaine, des tribulations des macronistes, non pas des macronistes, d'abord des candidats de droite et du centre dans la Vienne et du positionnement des macronistes en Poitou-Charentes. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Arnaud Develde de la rédaction de Demoiselle FM. Bonjour Arnaud. Bonjour Jérôme. Baptiste Bise, journaliste à la Nouvelle République Centre Presse. Bonjour Baptiste. Bonjour. Arnaud Varane, journaliste à 7 à Poitiers. Bonjour Arnaud. Et Vincent Hulin, journaliste à France Bleu Poitou. Bonjour Vincent. Alors il y a un an, la Nouvelle-Aquitaine était portée sur les fonds baptismaux. Une année marquée, on le sait, par l'affaire des comptes Poitou-Charentes. Malgré la plainte déposée par l'UDI régionale à l'encontre d'un ancien directeur financier de Poitou-Charentes, on a l'impression que la polémique s'essouffle pour de bon. Est-ce que c'est la réalité, Baptiste Bise ? Je pense pas. Je pense qu'on va entendre beaucoup parler des affaires des comptes de Poitou-Charentes en 2017 pour plusieurs raisons. D'abord parce que les emprunts toxiques ne sont toujours pas, enfin les emprunts potentiellement toxiques, les emprunts structurés ne sont toujours pas renégociés. Ensuite parce qu'il y a un audit qui est en cours sur les participations économiques de l'ex-Poitou-Charentes et les garanties financières apportées à des entreprises qui est en cours et qui sera rendu au cours du premier semestre. Et qui peut être explosif lui aussi. En tout cas, on sait qu'il y aura des montants importants en jeu. On parle dans le rapport d'Ernst & Young, il y avait 94 millions d'euros et dans le rapport de la Chambre des comptes aussi, ce même chiffre. Donc oui, il y aura des sommes importantes. Et puis, pour une troisième raison, parce que c'est cette année que le Conseil régional doit négocier avec les syndicats l'harmonisation des traitements des agents. Donc on va beaucoup en parler en 2017. Vincent Hulin, même analyse ? Oui, et puis il y a peut-être le temps politique, le temps de la médiatisation. C'est vrai que nous, du coup, on se précipite aussi à ce moment-là là-dessus. Après, il y a le temps de l'enquête, des audits, etc. Mais forcément, on va être amené à en reparler. Puis bon, on va le voir avec vous, mais il y a eu tellement d'actualités aussi politiques locales et nationales que voilà, une information chasse une autre aussi. Arnaud Varane, un mot sur cette première année de la Nouvelle-Aquitaine ? La première année de la Nouvelle-Aquitaine, nous, on s'y intéressait vraiment dans sa dimension de mobilité, puisqu'on avait dit, et il y avait cette crainte à Poitiers, que beaucoup de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires d'État pourraient migrer vers Bordeaux. Ça a été l'objet de votre papier cette semaine dans cet à Poitiers, effectivement, l'hégémonie de Bordeaux par rapport à Poitiers et Limoges. Et en vous lire, en tout cas, cette hégémonie n'est pas si impressionnante que ça. Non, évidemment, les centres de décision, ils ont migré vers Bordeaux et ça, personne ne le conteste. Même l'INSEE, qui est censé avoir son siège régional à Poitiers, a quand même son service communication et toutes ses études pilotées depuis Bordeaux. Mais on se rend compte que ça concerne quand même un petit nombre de fonctionnaires et qu'il y a eu beaucoup de mobilité professionnelle et pas forcément de mobilité géographique. Arnaud Develde. C'est cette année, en fait, que la Nouvelle-Aquitaine va vraiment entrer dans le quotidien des habitants de la grande région. Je prends juste un exemple, celui des transports scolaires, ou des transports d'autocars, d'ailleurs, globalement, qui vont arriver dans l'escarcelle de la région. La question, c'est maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'organisation des transports qu'on a connue au niveau départemental ? C'était partout dans la région, les départements qui géraient tout ça. Y aura-t-il des changements ? Est-ce que ça va être mieux ? Est-ce qu'on aura des nouveaux autocars ? Voilà, je pense que les habitants de la Nouvelle-Aquitaine vont découvrir maintenant la réalité concrète de la région, au-delà des affaires politiques. La loi NOTRe, elle prévoit un délai de 3 ans pour tout lycée entre l'ancienne région et la nouvelle région. Est-ce qu'il n'est pas finalement trop tôt pour faire un bilan aujourd'hui ? Effectivement, il est un petit peu tôt puisqu'il y a ce lissage sur 3 ans. Et ce que dit très clairement le préfet de région Nouvelle-Aquitaine, Pierre Dartout, c'est que de toute façon, il y a un effet mécanique de baisse du nombre de fonctionnaires demandé par l'État. C'est un effort consenti. Et il y a une courbe démographique qui fera que ces mobilités-là seront assez peu visibles finalement. Vincent Hulin. Puis il y a peut-être un deuxième étage à la fusée qui va arriver aussi, parce qu'il y a quand même du flou artistique sur pas mal de fiches de poste, et notamment de fonctionnaires à Poitiers, qui ne savent plus trop dans quel organigramme ils se trouvent. Ça a donné lieu à certaines polémiques, et on se souvient que les vœux d'Alain Rousset avaient été boycottés par une partie du personnel. Donc il y a aussi un petit peu de mou dans la gâchette pour l'instant, et peut-être que dans les mois à venir, il va y avoir un recentrage aussi des différents postes. Est-ce qu'au bout d'un an, la multiplication des voyages obligatoires des fonctionnaires territoriaux entre Poitiers, Bordeaux et Limoges, ça ne coûte pas un peu trop cher ? Est-ce que ce n'est pas ça le premier problème aujourd'hui à régler aussi, non ? Très clairement,
clairement, le préfet de région dit que le bilan carbone de la nouvelle région est très mauvais. Voilà, les allers-retours se multiplient entre les 3 sites. Et du coup, Angoulême, et c'est ce qu'on a découvert un petit peu avec stupéfaction et amusement, Angoulême devient un peu le point de rassemblement. The place to be. Ouais, the place to be, des Limogeaux, des Poitevins et des Bordelais. Ce qui n'est pas sans poser de soucis, notamment dans les lycées où beaucoup de salles sont réquisitionnées. Même si on nous annonce dans les prochaines semaines des cellules high-tech, entre guillemets, en termes de... Parce que les visioconférences, etc., ça ne marche pas bien, les gens ne sont pas très contents, on ne peut pas échanger des dossiers, des fichiers. Et la région est en train de mettre en place, notamment à Poitiers et aussi à Limoges, des sortes de studios de télévision où ça sera vraiment, on puisse être en capacité de vraiment échanger dans de très très bonne qualité. Donc c'est pour essayer de trouver aussi un pendant à la situation. Et ça, c'est d'ici 3-4 mois, logiquement. Là, d'ici l'été, oui, tout à fait. Au final, c'est quand même juste le contraire de ce que nous promettait la loi, qui nous prévoyait des économies, etc. Oui, on l'avait dit dès le début que ça allait coûter cher pendant 3, 4, 5 ans maximum, et qu'après ça allait faire... Effectivement, comme le disait Jérôme, c'est un peu tôt, ça ne fait qu'un an. On parle à la fois des services du Conseil régional sur les 3 sites, mais de toutes les directions régionales des services de l'État. Il faudra vraiment plusieurs années pour que la réorganisation il faut ajouter toutes les organisations professionnelles, par exemple les associations d'office de tourisme, ou même etc. la Ligue de foot, on l'a vu la semaine dernière. Arnaud de Vallon me dit que la fronde se met en place en Saintonge face à la puissance politique régionale, un problème de patois, semble-t-il. Avez-vous lu la page 19 du journal de la Nouvelle-Aquitaine? Ah bon, j'espère que vous allez la recevoir un jour dans vos boîtes aux lettres, parce que ça doit coûter un petit peu cher. Qu'est-ce qu'il y a dans cette page 19 du journal de la Nouvelle-Aquitaine? Vous avez une magnifique carte de nos langues régionales. Alors on va sans surprise découvrir que tout à fait au sud de la grande région, on parle le basque. Dans un grand corps de la région, on parle l'occitan. Et ça, je vous promets que ça passe pas du tout du côté d'Agen, par exemple. Et puis, dans notre petit coin de Poitou-Charentes, nous parlons le poitevin saintongeais. Un crime de lèse-majesté. Et alors ça, c'est un crime de lèse-majesté pour les adeptes de la culture saintongeaise, parce que le poitevin saintongeais, disent-ils, ça n'existe pas. C'est une invention des universitaires des années 70. Ça collait d'ailleurs avec la création de la région, grosso modo. Et donc, ils veulent absolument obtenir de la Rousset que dans la prochaine publication, on détache le tiret de poitevin saintongeais pour qu'on dise bien, il y a le poitevin, reconnu langue de France, d'un côté, le saintongeais, reconnu langue de France, de l'autre, mais pas les deux. Au-delà de l'aspect anecdotique un peu de l'histoire, c'est vraiment important. Ça nous raconte quelque chose de la quête de l'identité au sein de cette immense région qui est, rappelons-le, est grande comme un petit pays d'Europe, quoi. Et les Saintongeais n'entendent pas, alors c'est pas des vers d'enguerre, les Saintongeais, mais ils n'entendent pas se laisser marcher sur les sabots. Je pense bien. Avant de passer à un autre sujet, puisqu'il est question de politique régionale, un ancien conseiller régional de Poitou-Charentes est mort cette semaine. Il s'agit de Georges Stupart. Cet ancien élu Europe Écologie Les Verts avait décidé de rejoindre, on s'en souvient, en 2010, l'équipe de Ségolène Royal. La politique ne peut pas se faire tout seul, disait-il. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'action politique de Georges Stupart, un élu de talent, parfois malicieux et toujours estimable, selon les mots de Jean-Pierre Raffarin, Vincent Hulin? Oui, je pense qu'il forçait le respect dans ce sens-là. Alors c'est vrai qu'il avait été, sur la première campagne de Ségolène Royal, il avait été happé avec l'ensemble des Verts, et puis sur la deuxième, il était déjà rose. Donc voilà, et c'était devenu vraiment un proche de Ségolène Royal. Et on se souvient que vers la fin, dans les derniers mois, il était toujours l'un des derniers et des rares à protéger Ségolène Royal, mais c'est vrai que sur le terrain, on le voyait en termes d'environnement, développement durable, etc. C'était un domaine qu'il maîtrisait et qu'il aimait bien mettre en avant. Donc, Ségolène Royal qui assistera à ses obsèques mardi. Et c'est vrai que c'était un des derniers fidèles de chez Fidèle on va dire de la Ségolène finalement. Il y avait Georges Stupart, il y a... Les derniers communiqués pour défendre la gestion de l'ex-région Poitou-Charentes étaient co-signés Yves Debien, Marilyn Simonet et Georges Stupart, effectivement. Il est resté jusqu'au bout, très fidèle. Arnaud Varane. Oui, c'était quelqu'un qui avait un tempérament bonhomme, qui était souvent brillant dans les discours qu'il pouvait prononcer, et qui a symbolisé à Poitiers, d'une certaine manière, la gauche plurielle, finalement, des courants politiques différents, mais qui sont en capacité à un moment donné de gouverner la ville ensemble. Donc moi, je retiens aussi cette image de l'élu poitevin, qui était ségolono-compatible sur la fin, mais qui a pu travailler avec d'autres tendances aussi avant. Et très humble aussi, une humilité à chaque fois qu'on le rencontrait. Et beaucoup d'humour aussi. Vraiment, c'était intéressant de discuter avec lui. Allez, parlons à présent des prochaines législatives. À droite, c'est un peu l'anarchie dans plusieurs circonscriptions de la Vienne, à commencer par la 4e, Vincent Hulin. Qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe que dans l'héritage de Jean-Pierre Ablin qui avait été battu, on a Véronique Massonneau, écologiste, qui sème un peu la zizanie parce qu'elle est soutenue par la gauche et du coup la droite aimerait bien récupérer cette circonscription, sauf que ça se passe pas qu'au niveau local, au niveau national, il a fallu aussi discuter les Républicains avec les centristes et du coup cette circonscription elle est plus ou moins réservée et donc pour l'instant rien n'est acté et du coup sur les Républicains on est en train aussi de vouloir partir et de vouloir récupérer la place. Donc c'est très compliqué. Et en plus, bizarrement, Véronique Ablin, on essaie de l'interroger, elle ne veut pas trop en parler pour l'instant. C'est la zizanie dans la 4e circonscription de la Vienne, comme dans les 3 autres. Oui, c'est ça. À droite et au centre. On va en parler après, effectivement. Ils sont en quête d'accord. Effectivement, les Républicains ont investi 3 candidats dans les 1, 2, 3, pas dans la 4e. Mais l'UDI, elle, a investi des candidats dans les autres circonscriptions. Donc pour le moment, on est en quête d'accord. Rien ne dit qu'ils vont y parvenir. A priori, ça semble être sur le bon chemin. Mais ça laissera des traces. Je ne pense pas que Jérôme Neveu se présenterait en dissident s'il y avait un accord. En revanche, dans le Nord-Vienne, dans la 4e circonscription dont parlait Vincent à l'instant, il n'est pas du tout exclu qu'un candidat Les Républicains entre lui aussi en dissidence pour se présenter contre Véronique Ablin. Vous pensez que dans la première, Jérôme Neveu, qui a annoncé ici même la semaine dernière qu'il souhaitait être candidat, il laisserait la place s'il n'y a pas d'accord à Jacqueline Dègre? En tant que président de l'UDI de la Vienne, je ne vois pas comment il peut faire autrement. Pourtant, il semble que c'est le moment, c'est maintenant. Il y a parfois... Il va falloir observer ce qui va se passer dans les jours et semaines qui viennent. Dans la deuxième, est-ce que finalement les fillonistes aussi veulent pas leur part du gâteau suite aux primaires de la droite? C'est le cas dans la 2e circonscription de la Vienne, où les Républicains ont désigné, on le sait, Olivier Chartier, mais Marie-Dolores Prost, chef de file départementale des fillonistes, elle se présente malgré tout. Oui, mais Jérôme, quand vous dites les fillonistes, ils sont pas si nombreux que ça. Et ce qui est bizarre par rapport à Madame Prost, c'est que, et à juste titre, on lui dit en face, mais attendez, il fallait sortir du bois avant l'été, il fallait se porter candidate. Et puis du coup, vu que ça a été validé aujourd'hui par François Fillon, le fait de vouloir sortir toute seule, elle représente qui et qui elle a derrière elle? C'est la question qu'on peut se poser quand même. Question que je vous pose, Arnaud Varane. Ouais, mais tout le monde dispute la légitimité du candidat investi, que ce soit sur la 1re, la 2e circonscription. Tout le monde pense qu'il est plus légitime à y aller. Et c'est vrai qu'on voit que la guerre fratricide entre les jupéistes et les fillonistes a laissé des traces. C'est le cas aussi sur la 3e circonscription, parce que Gérard Herbert dit j'y serais allé de toute façon, même si François Fillon... Il y a Gérard Herbert d'un côté, Enguerrand Delannoy, qui lui a été désigné par le parti républicain. Voilà, et encouragé par Bernard Accoyer il y a quelques jours. Il y a vraiment cette idée que personne n'est légitime et que les partis ne font plus la loi dans les désignations. Est-ce que ces querelles d'investiture pour la droite poitevine, ça ne nous dit pas aussi un peu que le pouvoir de Jean-Pierre Raffarin est en forte baisse ici à Poitiers ou dans le Poitou? Parce qu'avant, c'est quand même lui qui était le patron de tout ça. J'ai l'impression que chaque mois, vous nous posez cette question, non, Jérôme. Je pense, mais non, mais en fait, c'est peut-être parce que depuis quelques mois, mais effectivement, c'est pas aussi carré qu'avant, tout simplement. Blague à part, on a l'impression qu'en effet, sur le terrain, ça grouille un peu plus qu'avant. Et avant, on pouvait voir qu'une seule tête, et maintenant, de moins en moins. Et puis en plus, comme au niveau national, et il y a les courants qui sont en train de se faire, localement, forcément, il y en a qui prennent un petit peu plus d'assurance et qui décident de se lancer. C'est vrai qu'on parlait de Madame Prost à l'instant, mais est-ce qu'il y a quelques mois en arrière, on aurait pu avoir ça? Je ne suis pas tout à fait sûr. En effet, c'est en train de bouger un peu. Même que Jérôme Neveu puisse quand même partir face à Jacqueline Dègre, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer il n'y a pas si longtemps que ça encore, Baptiste. Il est vrai aussi quand même qu'au sein des Républicains, la position de Jean-Pierre Raffarin est fragilisée par la victoire de François Fillon. Si Juppé était le candidat de la droite aujourd'hui, Jean-Pierre Raffarin serait l'homme fort incontesté de la région. Il n'y a pas de problème. Là, forcément, les fillonistes se sont sentis plus légitimes parce qu'eux étaient derrière le candidat Fillon dès le départ. Maintenant, je pense que Jean-Pierre Raffarin n'a pas dit son dernier mot. Et comme c'est encore le parti qui donne les investitures et qu'il y est encore influent, on l'a vu, ce sont encore ces candidats qui ont été investis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les semaines qui vont venir, Gérard Herbert, une Marie-Dolores Prost, ils vont finalement s'éclipser pour laisser la place aux autres? En dehors du parti. Gérard Herbert n'est pas les Républicains et Dolores Prost ne sera plus les Républicains. Donc ce sont des candidats de droite dissidents. Arnaud Varane. Oui, je pense qu'il y a encore une fois cette idée de légitimité. Et puis, à un moment donné, l'argument, c'est de dire, mais ces candidats qui ont été investis ont déjà été battus aux législatives. Sont-ils les plus crédibles pour représenter les Républicains aux législatives en 2017, même s'il y a une fenêtre de tir qui est vraiment favorable pour la droite et le centre. Donc, il y a aussi cette idée-là.
Arnaud Devel, dans Charente-Maritime, c'est beaucoup plus calme à droite, puisque il me semble que toutes les circonscriptions sont pourvues, qu'il n'y a pas de contestation à première vue. J'habite un département serein, Jérôme, il n'y a aucun souci. À droite, en tout cas, les choses se sont passées tout à fait normalement. Il reste une inconnue, mais enfin qui ne l'est pas, puisque, comme vous l'avez fait dire à Didier Quentin, il ne s'est pas encore présenté officiellement, mais il va le faire. Didier Quentin, député de Royan-Marane-Oléron. Et bien entendu, il sera investi, il n'y a pas de souci. Et puis il y a le petit nouveau de la bande, qui est dans la 4e circonscription, celle que ne briguera pas cette année Dominique Bussereau, qui est Loïc Girard, qui est actuellement conseiller départemental et maire de Gémozac, et qui était un des rares soutiens de Fillon. D'où ma prochaine question. Est-ce que le Penelope Gate ou l'affaire Fillon provoque des remises en question chez les soutiens de François Fillon dans notre région, enfin en Poitou-Charentes? Des gens, pour avoir suivi un petit peu, on les a pas vus spontanément monter au créneau pour le défendre via les tweets, etc. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont brillé par leur absence. Après, moi, j'ai vu des défenses par tweet de Marie-Dolores Prost et de Didier Quentin pour le moment. Didier Quentin, ça s'explique. C'est parce que, comme vous le savez peut-être, il emploie son épouse en tant qu'assistante parlementaire à la permanence de Royan. Mais alors, je vais rassurer tout le monde, Marie-Pierre Quentin, là, il n'y a pas de doute, c'est pas Pénélope. Elle bosse. Et donc, évidemment, on comprend que Didier Quentin ait envie, malgré tout, de défendre cette idée qu'on peut être député, employer son épouse ou ses enfants, avec les habituels exemples qu'on nous donne. Hein. C'est pour la confidentialité, c'est parce qu'on est complice, on se comprend mieux, etc., etc. On peut en douter d'ailleurs, mais enfin... Cette émission est enregistrée le vendredi. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu, ou très peu, les grands ténors de la droite française soutenir François Fillon, c'est moins qu'on puisse dire. Je n'ai pas entendu Jean-Pierre Raffarin, je n'ai pas entendu Dominique Bussereau en Charente-Maritime, qui pourtant donc a son successeur désigné qui est filloniste. Même son successeur d'ailleurs désigné n'a pas réagi jusqu'à présent. Non plus, aucun le soutien. non plus. Comment on l'explique? Vous voulez dire quoi? Que certains dans les coulisses se frottent les mains de ce qui est en train d'arriver à François Fillon? C'est difficile de le défendre, tout simplement. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez vu l'article du Canard enchaîné, vous avez vu les faits, la défense de François Fillon. C'est difficilement défendable. Moi, j'aimerais pas être une personnalité de droite aujourd'hui à devoir aller devant une caméra et défendre ce qui s'est passé, effectivement. Arnaud Varane. Effectivement, les deux qui sont montés au front en milieu de semaine, c'est Bernard Accoyer au micro de France Inter, qui était franchement pas très à l'aise pour défendre, et Valérie Pécresse qui a donné le coup de pied de l'âne en disant qu'elle avait jamais vu Pénélope Fillon dans les couloirs de l'Assemblée. Donc, comme stratégie de défense, on a vu mieux. Alors, autre scandale politique possible, il vise cette fois l'ancien sénateur des Deux-Sèvres, André Dulay. Il a été mis en examen, en tout cas dans l'affaire des détournements de fonds publics au Sénat. C'était le 5e, il y en a eu un depuis, il y a 6 mises en examen dans cette affaire. Le juge René Cros lui reproche d'avoir récupéré dans ses poches via l'URS, une association satellite de l'UMP, une partie des fonds versés par le Sénat au groupe UMP à l'époque, théoriquement destiné au travail parlementaire. Vincent Hulin, André Dulay clame haut et fort son innocence. Oui, il dit que déjà, quand on a voulu le faire agir, il n'a pas envie de réagir là-dessus. Et puis, j'ai la note de son avocat sous les yeux qui dit qu'il a exclu toute volonté de dissimulation, que c'était de toute façon une pratique courante et qui existait au vu et au su de tous, donc dont acte. Maintenant, attendons de voir ce que ça va donner. Donc voilà, droit dans ses bottes. Et qui profite quand même aussi du Fillon, de l'affaire Fillon. Ça tombe bien, ce Fillon-Gate, finalement, parce qu'on en a parlé pendant 2 jours, 3 jours maximum, est arrivé en effet le Fillon-Gate. Donc voilà, on ne parle plus de l'affaire Dulay. On en vient à la visite présidentielle de François Hollande à Poitiers ce jeudi. C'est la première fois que le président vient dans la capitale de la Vienne depuis le début de son mandat. Un déplacement sur le thème, vous le savez, de la santé. On en parle juste après le reportage que nous diffusions jeudi soir dans le journal. Une visite pour parler de santé dans tous ses aspects, du modèle français de sécurité sociale et de l'accès aux soins, avec un premier arrêt dans cette maison de santé pluridisciplinaire du quartier des Couronneries. Parler de la formation et de la recherche, de l'innovation avec l'imagerie médicale avancée du TEP et des investissements de l'État avec l'inauguration du tout nouveau centre cardiovasculaire du CHU de Poitiers. Le CHU de Poitiers est l'un des plus modernes de France. Et il se pratique ici des interventions uniques en France. Je ne dis pas cela pour que tous les patients viennent à l'hôpital ici à Poitiers, mais ce que j'ai vu est admirable. C'est un investissement important qui a été consenti ici. 86 millions d'euros, c'est considérable. Quelques mots pour conforter la mise en place du tiers payant par sa ministre Marisol Touraine, d'autres pour remercier le travail d'Alain Claes et Jean Leonetti avec la loi fin de vie. Et si à un moment, il faut toujours réfléchir à la trace que l'on laisse, eh bien, cette loi figurera parmi les grandes lois de la République. Bref, à Poitiers, le président a trouvé toutes les raisons de se féliciter. C'est un modèle social, cette
système de santé, c'est conception de la République que je voulais ici illustrer, et c'est surtout l'excellence qu'un hôpital, un CHU comme Poitiers peut faire, et vous le voyez par rapport à cet enjeu de la proximité, de l'accès de tous aux soins de qualité. C'est ce que j'ai fait pendant toutes ces années à la tête de l'État. Merci. Retour sur le plateau du Club de la Presse de Dimanche en politique. Alors première question, messieurs, que beaucoup de Poitevins se sont posées. Pourquoi une visite présidentielle si tardive dans la Vienne ? Il s'était engagé à visiter tous les départements au cours de son quinquennat. Il n'était encore jamais venu dans la Vienne depuis 2012. Donc déjà, il fallait corriger cet impair. Et puis forcément, les départements qui sont les derniers, c'est celui-ci. Je pense aussi que tant que Ségolène Royal était présidente de région et qu'elle n'était pas au gouvernement, c'était un peu difficile pour lui de venir ici. Donc on va dire que depuis 2014, il aurait pu venir, il n'était pas encore venu. Là, il y avait une fenêtre de tir. C'était à la fois saluer son ami Alain Claes. Il l'a fait publiquement, de manière très appuyée. Et puis c'était à la fois prononcer un discours politique pour mettre en perspective son Alors on va en parler de ça, action bien sûr. en matière Avant de développer santé sur la question politique, je disais une visite tardive, mais quand même une journée entière. Alors est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce qu'il n'avait pas trop le choix, il n'avait pas autre chose à faire finalement, voilà, c'était... Non, c'est vrai qu'il s'est beaucoup occupé dans les dernières semaines d'international. On l'a peu vu en France. Il était au Chili et en Colombie. Et d'une certaine manière, c'est une forme de tournée d'adieu qu'il démarre, thématisée. Là, c'était le thème de la santé parce qu'effectivement, il y avait des choses à dire, des choses à inaugurer aussi. Je pense qu'il va les multiplier, ces visites en province, pour aussi mesurer sa cote de popularité. On l'a vu très entouré, beaucoup de selfies faits par des jeunes, étonnamment. Et ça, j'imagine qu'il ne s'y attendait pas forcément. Alors, oui, justement, pour nous, il faut le dire aux téléspectateurs, c'est le degré zéro du journalisme. C'est-à-dire qu'on est parqué dans la cafétéria à côté du pupitre qu'on a vu et on fait tourner les micros et en fait, on n'a pas de poser de questions. On se souvient de la venue de Nicolas Sarkozy à Châtellerault où on était à des centaines de mètres du cortège, on ne pouvait pas s'en approcher. Là, finalement, le président normal, c'est pareil. Oui, et donc il y a ça où on ne peut même pas lui poser de questions. On l'a vu un petit peu, on tente des choses, mais on n'a le droit à rien. En plus, avec l'actualité qu'on a au niveau national, il y a plein de questions qu'on a envie de lui poser, mais c'est niette. En revanche, en analysant un tout petit peu, les confrères parisiens qui étaient descendus nous ont dit le petit bain de foule improvisé, c'est rare de le voir faire ça, c'est qu'il a dû se sentir bien à Poitiers, aux côtés d'Alain Claes, et il y a eu un premier petit bain de foule, mais léger, un peu plus tôt dans la matinée, et après l'hôtel de ville, il s'est dit, allez, on se lâche, et puis on l'a trouvé détendu, quoi. Vincent parle des confrères parisiens, manifestement, ils étaient assez peu nombreux, et l'information était assez peu reprise, à quelques exceptions près en télévision. Heureusement que vous étiez là, les régionaux de l'État, pour rendre compte de la visite de François Hollande. Ça n'intéresse plus personne. Oui, en dehors du fait de l'actualité politique riche de ce jeudi avec l'affaire Fillon, ça signifie aussi qu'effectivement, les déplacements du président de la République aujourd'hui en France, de François Hollande, les médias nationaux s'en fichent complètement. Et, oui, et du coup, la tournée... Il n'y a plus de surprise, il n'y a plus rien à attendre, c'est ça qui effectivement sera une tournée de bilan. Enfin, on imagine bien que maintenant, il va défendre chapitre par chapitre tout ce qu'il aura fait de bien au cours de son quinquennat. Cette tournée risque de n'avoir aucun écho. Alors on l'a entendu, puisqu'on parle justement de ce bilan politique, de cette venue, on l'a entendu dans le sujet, François Hollande parler de la trace qu'il peut laisser, qu'on doit laisser même quand on fait de la politique en Novaranes. C'est ça ce qu'il cherche finalement, c'est de dire quand même, voilà, j'ai quand même laissé une trace. Oui. C'est sur la loi Leonetti-Claes. Effectivement, quand on lit le livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, il y a toujours cette interrogation et cette obsession chez lui de savoir ce que finalement les Français penseront de lui après. Ça, c'est vraiment obsessionnel. Et cette petite phrase sur « il faut toujours s'interroger sur la trace qu'on laissera », et donc il parle de la loi sur la fin de vie de son ami Alain Claes et de Jean Leonetti, elle est aussi révélatrice. Et je pense qu'il va multiplier ce genre de symboles dans les semaines à venir pour pointer son action et ce qu'il a fait de bien pendant 5 ans. Dans les autres phrases qu'on aime bien lire un peu en creux, il y a eu aussi, au début, il nous dit les Français sont pas prêts au changement, mais après, quand le changement est là, bien, on devient un peu plus populaire. Donc là, forcément, quand on entend ça dans la bouche de François Hollande, on se dit qu'il le prend aussi pour lui, quoi. Parce que finalement, maintenant qu'on est à 3 mois de la fin du quinquennat Hollande, qu'est-ce qu'on peut retenir ? On parle du mariage pour tous, mais c'est à la limite plus une bataille de Christiane Taubira au niveau parlementaire. Est-ce que ça sera vraiment ça qu'on va retenir ? Ou est-ce qu'on peut déjà dire aujourd'hui, voilà, ce que les historiens vont retenir du quinquennat Hollande ? Seule l'histoire nous le dira. Il restera au moins comme Chirac le côté, il était
côté sympa. Chirac, souvent, on entend encore aujourd'hui, j'en dis, c'est un président sympa. Pour Hollande, on a pu le mesurer hier. À chaque étape, il y avait un petit bain de foule, il y avait des gens qui étaient là. Alors que 80% des Français disent encore aujourd'hui être insatisfaits du bilan de son mandat. Et je dois dire que les confrères hier, jeudi, on a été très surpris de cet accueil. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait ces mouvements de foule chaleureux pour l'accueillir. Alors, au-delà de ce côté sympa, il restera sans doute le côté d'un président qui a fait bouger la gauche. Arnaud Devel, vous comprenez ce décalage entre la popularité de l'homme, mais pas celle de la fonction qu'il exerce? Il est sûrement redevenu aussi un peu plus sympa du moment qu'il a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Hein, ça me paraît évident. Mais c'est vrai que François Hollande, quand on le connaît un peu, c'est quelqu'un de vraiment sympa pour le coup. Et de nature. Nous, on l'a pratiqué beaucoup pendant les universités d'été du Parti Socialiste à La Rochelle. Voilà quelqu'un qui se baladait dans la rue sans aucun problème, prêt à discuter avec les gens, etc. Donc je pense qu'il y a toujours de ça en lui. Et peut-être que c'est son entourage qui le contraint un peu à faire autrement. On va terminer ce club de la presse par l'influence de la candidature d'Emmanuel Macron dans le paysage politique picto-charentais. Est-ce que l'ancien ministre de l'économie de François Hollande attire les foules et attire les politiques, les candidats potentiels ? Ben oui, effectivement, il attire les candidats politiques puisqu'il a mis en place une plateforme de candidature pour les gens qui seraient intéressés aux législatives. Il veut investir 577 candidats et en moins de 10 jours, elle a déjà reçu 2000 candidatures. Il va falloir trier dans ce cas-là. L'équation ne va pas être facile parce qu'en effet, on se veut quasiment pour la moitié des gens issus de la société civile, du monde associatif, etc. Et puis il faut quand même des personnes qui ont déjà eu les mains dans le cambouis parce qu'on peut difficilement imaginer d'avoir que des députés, admettons, qui n'ont jamais fait de politique de leur vie. On dit qu'aujourd'hui, le plus grand danger d'Emmanuel Macron, c'est les ralliements à venir, Arnaud Develde. Parce que c'est la même chose chez nous en Poitou-Charentes. Ça se voit déjà un petit peu. D'abord sur la nature même des gens qui rallient le mouvement En Marche actuellement. Alors moi, dans mon département de la Charente-Maritime, pour ceux qui ont un peu communiqué et émergé, on s'aperçoit que ce sont des gens qui souvent été déçus déjà d'un premier parcours politique. Ça m'a fait beaucoup penser d'ailleurs au MoDem de François Bayrou, à cette façon d'agglomérer des gens qui ne se retrouvaient plus effectivement ni à droite ni à gauche. Je note quand même qu'il y a énormément de gens qui ont plutôt une sensibilité de gauche. Ça va être très difficile pour lui de tenir qu'il serait au centre du débat. Ça, c'est pour les élus, effectivement, qui rallieraient le mouvement. En discutant avec Sacha Houlier, qui est l'un des, qui fait partie de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, il me disait que 2/3 des adhérents, des 150 000 adhérents, n'avaient eu aucun engagement politique par le passé. Donc ça peut être révélateur aussi. Baptiste Bise. C'est intéressant que Arnaud parle de Sacha Houlier, parce que c'est vrai que dans la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, il y a plusieurs poids de vin, dont Sacha Houlier, qui est un des 9 délégués nationaux, je crois, qui est cofondateur du mouvement des jeunes avec Macron. Et puis il y a aussi Stéphane Séjourné, qui était avec lui. Et qu'il va falloir inviter donc, dans l'émission très bientôt, alors j'imagine. C'est la fin de ce Club de la Presse. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Rien de plus simple, vous le savez, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet ou sur plus.fr ou encore sur notre application smartphone. Et ensuite, vous cliquez sur l'onglet Nos JT, c'est comme ça. La semaine prochaine, c'est Laïd Beritane que vous retrouverez. Son invité sera le sénateur de la Vienne, Jean-Pierre Raffarin. Pour leur place au journal de la mi-journée. Excellente journée à toutes et à tous.